Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler en quelques minutes de plusieurs arrêts qui ont été rendus par le Conseil d'État, l'Assemblée du Conseil d'État, donc ce sont des arrêts importants, le 21 avril dernier, le 21 avril 2021, en particulier la requête numéro 393 099. 393 099. Vous trouverez les conclusions du rapporteur public Alexandre Lallet sur Ariane Web. Alors, je vais essayer de résumer l'affaire parce que si vous allez lire l'arrêt, vous constaterez que c'est un arrêt très long qui fait une trentaine de pages, ce qui exclut a priori qu'on le donne en tout cas dans sa totalité dans un exercice, dans un devoir sur table, même si on pourrait se concentrer sur les quelques points importants. Donc j'essaye de résumer les choses. Le Conseil d'État est saisi de recours pour excès de pouvoir contre des décrets qui sont relatifs à la conservation des données dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou des infractions graves. Des affaires récentes ont démontré, tant d'ailleurs en matière de terrorisme que dans des affaires de droit commun, qu'il peut être important de pouvoir savoir, grâce au téléphone portable par exemple, à quel endroit se trouvait une personne à une heure, à un jour donné. Il peut être aussi important de savoir quels sont les sites que la personne a consultés, quels sont les messages qu'elle a envoyés, quels ont été les destinataires. En gros, voilà les données. Et donc, les décrets attaqués, qui ont été pris sur le fondement d'une loi française, imposent aux services Internet, aux fournisseurs de services Internet, de conserver ces données si la justice qui mène une enquête en a besoin. Et c'est ça que contestent les justiciables, cette obligation de conserver les données. Les justiciables soutiennent que cette obligation est contraire à des textes européens, notamment à une directive de 2002. Et c'est pour cela, vous le savez, que le Conseil d'État ayant un doute sur l'interprétation qu'il était possible de donner à cette directive de 2002, qui est une directive qui réglemente la conservation des données, telles que je viens de les présenter, le Conseil d'État a renvoyé cette question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question qui lui était posée. Et donc, une fois que le Conseil d'État a eu la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a répondu que, en substance, que la législation française méconnaît sur certains points la réglementation européenne telle qu'elle résulte de la directive de 2002. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je viens de vous dire parce que la Cour de justice ne donne pas une interprétation, ne dit pas le droit français, le droit italien, le droit allemand est contraire au droit de l'Union européenne, mais la Cour de justice donne une interprétation de la directive de 2002 et il résulte de cette interprétation, quand on confronte la directive et la loi française, qui est dans le Code de la sécurité intérieure, c'est l'article 811-4 pour l'application desquels sont pris les décrets en cause, eh bien, quand on confronte la directive telle qu'interprétée par la Cour de justice et l'article de loi française, ben, on constate que l'article de loi française est contraire à la directive de 2002 telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans le renvoi préjudiciel qui a été fait par le Conseil d'État. Donc, on se trouve dans une situation où le Conseil d'État, muni de cette réponse de la Cour de justice, devrait constater que les décrets fondés sur l'article L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure doivent être annulés parce qu'ils sont contraires à la directive européenne en matière donc de conservation des données. Donc on se retrouve dans cette situation dans laquelle, lorsque la loi française qui a donné l'article L. 811-4 a été adoptée il y a quelques années, cette loi semblait
conforme à la directive européenne de 2002, mais elle ne l'est plus. Elle n'est plus conforme à cette directive de 2002 parce que la Cour de justice, dans un arrêt d'il y a quelques mois, l'a interprétée et lui a donné une interprétation qui implique que la loi française n'est plus en conformité avec la directive. Quand une loi est contraire à une directive, le juge administratif doit l'écarter. C'est l'arrêt Nicolo de 89, précisé pour les directives par l'arrêt Rothmans de 92. Mais dans ce litige, le gouvernement français soutient que l'application de la directive telle que la souhaite la Cour de justice de l'Union européenne, elle l'a interprétée. Eh bien, cette interprétation méconnaît certains principes constitutionnels français. Ces principes sont rappelés au point 9, objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Donc, je vous renvoie à aller lire le point 9 donc, de l'arrêt numéro 393 099, arrêt du 21 avril 2021. Objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs des infractions pénales et de lutte contre le terrorisme. Ces principes sont rappelés donc dans le point 9 de l'arrêt. Le Conseil d'État juge qu'il ressort de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, donc de la Constitution de 89, que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution, selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, nécessite une force publique, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales, constituent des objectifs de valeur constitutionnelle nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Donc, ce que dit le gouvernement, il dit voilà, l'interprétation qui est donnée de la directive européenne de 2002 par la Cour de justice a pour effet qu'en France, le gouvernement, la justice, ne peut plus respecter ces principes constitutionnels que je viens de rappeler, qui, si je les résume, c'est-à-dire la protection de l'ordre public, la recherche des auteurs d'infractions graves comme des actes terroristes. Le gouvernement a adopté une loi et des décrets d'application. Le gouvernement a fait adopter une loi et a pris des décrets d'application pour imposer la conservation des données pendant un certain temps pour permettre d'arrêter les auteurs d'infractions. Et la directive qui, pour l'essentiel, interdit cette conservation, d'imposer cette conservation aux exploitants de sites, va à l'encontre de cet objectif de protection de l'ordre public. Voilà le litige. Et ce qui fait l'intérêt de cet arrêt, l'intérêt principal de cet arrêt du 21 avril 2021, c'est que le gouvernement français, dans le litige, le gouvernement français défend les décrets qu'il a édictés. Il y a des recours qui demandent l'annulation des décrets. Le gouvernement, lui, demande au Conseil d'État de rejeter le recours. Le gouvernement français donc demande au Conseil d'État de sanctionner ce que l'on appelle l'ultra vires, une locution latine qui signifie qu'une action étatique, ultra vires, une action étatique va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, ou qu'une loi de l'État va au-delà des pouvoirs législatifs de l'État qui sont énoncés dans la Constitution. Donc, ce que soutient le gouvernement, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, en adoptant cette interprétation de la directive de 2002, va au-delà des compétences que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'acte fondamental de l'Union européenne, va au-delà de des compétences que ce traité, entre guillemets, la Constitution de l'Europe, attribue à l'Union européenne. Et enlève donc de ce fait compétence à l'État français pour protéger les citoyens
contre les menaces graves qui pèsent sur eux. Dire, voilà, l'État français ne peut pas adopter une législation qui oblige les exploitants de sites Internet à conserver certaines données, ce qui permettrait de lutter efficacement contre le terrorisme, de poursuivre les infractions pénales, ce qui sont des obligations qui découlent de la Constitution française. Eh bien, en empêchant cela, la Cour de justice a commis un ultra vires, a dépassé les compétences de l'Union européenne. Et donc, le gouvernement français demande au Conseil d'État de ne pas appliquer l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est une affaire importante, en tout cas dans son argumentation, qui pose des problèmes, des relations entre l'Union européenne et un État, en l'occurrence la France. Les États négocient, ratifient des traités, fixent des règles du jeu, et puis ensuite, ces traités font l'objet d'interprétations par la Cour de justice de l'Union européenne. Et la question est de savoir si un État peut dire « Ah non, là, l'interprétation va au-delà de ce que nous avions consenti, nous censurons l'arrêt de la Cour de justice parce qu'elle accroît les compétences de l'Union européenne au-delà de ce qu'a consenti l'État. » C'est ce que demande le gouvernement français ici. C'est innovant et naturellement, je vais y revenir, c'est si le Conseil d'État abonde, suit la position défendue par le gouvernement français, cela fragilise la construction européenne. Alors, donc le Conseil d'État refuse. Il dit, moi je ne me livrerai pas à ce contrôle d'ultra vires. C'est le point 8 de l'arrêt. Je le cite. En revanche, et contrairement à ce que soutient le Premier ministre, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la Cour de justice elle-même. Ici, il y avait une directive, ça c'est le droit dérivé, mais il y avait aussi un arrêt de la Cour de justice qui répond à la question préjudicielle. Donc, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la Cour de justice elle-même de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union européenne des décisions de la Cour de justice et notamment priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, etc., etc. Au motif que celle-ci, que la décision de la Cour aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union européenne une portée excédant le champ d'application prévu par les traités. Donc, que dit le Conseil d'État dans ce point 8, qui est de l'arrêt du 21 avril 2021, requête numéro 393 099, le Conseil d'État dit « Moi, je ne contrôlerai pas que la Cour de justice de l'Union européenne ou le droit dérivé a excédé les compétences de l'Union européenne telles qu'elles sont prévues dans l'acte fondamental, c'est-à-dire le traité. » Nous l'avons vu dans d'autres points du cours, dans les vidéos, pour que le droit de l'Union européenne donne lieu à une application uniforme, il est vrai que seule la Cour de justice doit pouvoir apprécier la conformité du droit dérivé avec la norme fondamentale, avec le traité. Sans quoi, si le juge national, le juge italien, le juge espagnol, le juge français se livrent à ce contrôle, eh bien, il y aura une application du droit de l'Union européenne différente en France, en Espagne, en Italie. C'est ce que rappelle ici le Conseil d'État. Il dit « Moi, je ne contrôlerai pas. Je ne contrôle pas les actes de droit dérivé et puis je ne contrôle pas non plus l'interprétation du droit de l'Union européenne que la Cour de justice de l'Union européenne donne dans un de ses arrêts. » D'autant plus qu'ici, c'est le Conseil d'État qui avait posé la question à la Cour de justice par une question préjudicielle. Donc voilà le point essentiel de l'arrêt. Pas de contrôle ultra vires, ce que demandait le gouvernement français. Alors, ce point 8 de l'arrêt appelle deux observations. Première observation, ces dernières années, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais des 10 dernières années, le Conseil d'État a renforcé la portée
des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne sur des questions préjudicielles. Je vous rappelle qu'en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est l'article 234 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et auparavant, à l'origine, c'était l'article 177 du traité de Rome. Quand un juge national a un doute sur l'interprétation d'un acte européen ou sur sa validité par rapport aux normes européennes supérieures, le juge national peut poser la question à la Cour de justice de l'Union européenne, ou doit même, c'est une obligation, quand c'est le juge de dernier ressort. Donc, quand le Conseil d'État, qui est le juge de dernier ressort dans l'ordre administratif, a un doute sur une interprétation à donner au droit de l'Union européenne, ou sur sa validité, est-ce que la directive est conforme au traité, ou à un droit fondamental garanti par l'Union européenne, eh bien, le Conseil d'État ne peut pas le trancher lui-même, il a l'obligation de le faire, il doit poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Et vous savez que historiquement, le Conseil d'État avait marqué, notamment, c'est l'affaire des semoules, hein, l'arrêt fabricant de semoules de 68. À un certain moment, le Conseil d'État avait semblé réticent devant la jurisprudence très constructive, comme on dit, de la Cour de justice de l'Union européenne. Le Conseil d'État restait arc-bouté sur le traité tel qu'il avait été ratifié. Il y a eu plusieurs manifestations de ce gallicanisme, comme on disait, du Conseil d'État, dans l'affaire des fabricants de semoules de 68, dans l'affaire Cohn-Bendit de 78, et en matière de questions préjudicielles également. Le Conseil d'État avait décidé dans un premier temps, c'est un arrêt du Conseil d'État du 26 juillet 1985, ONIC, c'était l'Office national interprofessionnel des céréales, il avait décidé dans cette affaire, le Conseil d'État, que lorsque le juge administratif posait une question préjudicielle à la Cour de justice, il n'était lié que la réponse de la Cour de justice ne s'imposait à lui, au juge administratif, que dans la mesure où la Cour répondait à la question qui lui était posée. Si elle répondait à autre chose, au-delà de la question posée, le juge n'était pas lié par l'au-delà. Le Conseil d'État n'était pas, le juge administratif n'était pas lié par au-delà. Et voilà, moi je vous ai demandé d'interpréter tel article de la directive. Bon, vous me faites une réponse, je l'applique, je suis lié à la réponse qui est faite sur cette question préjudicielle. En revanche, vous me répondez sur un autre point, ça, je ne suis pas lié. C'était une manière pour le Conseil d'État de veiller au respect de ses prérogatives. Et dans un arrêt du 11 décembre 2006, Conseil d'État 11 décembre 2006, société De Groot, GROOT, puis enfin, c'est pas seulement, enfin, le nom de la partie était plus long, c'est un arrêt du 11 décembre 2006, le Conseil d'État a abandonné cette jurisprudence. Il se sent maintenant lié par la totalité de la réponse donnée par la Cour de justice sur la question préjudicielle, même si la Cour est allée au-delà de la question qui lui était posée. Donc, vous voyez, ça, c'est une jurisprudence, une évolution qui est favorable à la construction européenne, comme on dit. J'ajoute également que la Cour de justice de l'Union européenne a les moyens de s'assurer que le juge français, ou le juge belge, ou le juge italien, moi c'est le juge français qui m'intéresse, que le juge national pose bien une question préjudicielle quand cela s'impose. Quand il y a un problème d'interprétation du droit de l'Union européenne qui se pose devant le juge français, ou une question d'appréciation de la validité du droit de l'Union européenne, il y a une marge d'appréciation, une incertitude. Eh bien, la Cour de justice a jugé que le juge national avait l'obligation de poser la question dès lors que, sauf si la réponse à la question posée s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Donc, dès lors qu'il y a un doute sur la réponse à donner, eh bien, le juge national doit poser la question à la Cour de justice. Je vais vous donner un exemple. Les personnes publiques délivrent des autorisations d'occuper le domaine public. Les personnes publiques sont propriétaires d'un domaine public, par exemple les voies publiques,
un stade, et la collectivité publique peut délivrer des autorisations d'occuper ce domaine public. Par exemple, le restaurateur qui installe des tables sur le trottoir, il a besoin d'une autorisation d'occuper le domaine public. Pendant très longtemps, on avait un doute. On se disait, est-ce que quand une personne publique délivre une telle autorisation d'occuper le domaine, est-ce qu'elle doit mettre en concurrence les personnes qui sont intéressées pour obtenir une autorisation? Imaginez que dans une gare, par exemple, il y a un espace qui se libère, par exemple, gare Saint-Lazare, hein, quand hors crise sanitaire, il passe des milliers de personnes chaque jour, l'emplacement qui se libère a une grande valeur. Les milliers de personnes qui passent chaque jour, ce sont des milliers de clients potentiels. Est-ce que la personne publique peut délivrer librement l'autorisation, ou bien doit-elle organiser une publicité, c'est-à-dire faire une publicité d'abord, dire voilà, j'envisage de céder des emplacements, de louer des emplacements au sein d'une enceinte, de la gare par exemple, déposer vos offres et ensuite choisir les candidats à l'occupation selon des critères objectifs. On avait un doute, on pensait, le droit français n'imposait pas une publicité de mise en concurrence. La personne publique choisissait librement. Certains disaient, ah non, le droit de l'Union européenne impose cette publicité, cette mise en concurrence. D'autres disaient, non, pas du tout. Un doute existait. Donc la logique voulait que le juge administratif saisi de cette question, par quelqu'un qui avait demandé une autorisation d'occuper et qu'il n'avait pas obtenue, il dit, bah voilà, je n'ai pas obtenu l'autorisation, le maire a délivré des autorisations sans m'avertir, sans faire de publicité, j'estime que c'est contraire au droit de l'Union européenne. La logique aurait voulu que le juge national, le juge français saisi de ce litige, pose la question de l'interprétation du droit de l'Union européenne. Est-ce que le droit de l'Union européenne, notamment une directive de 2006, impose, quand une personne publique délivre des autorisations domaniales, impose qu'elle organise des règles de publicité et de mise en concurrence? Eh bien, dans une affaire célèbre, c'est l'affaire Jean Bouin, qui a été jugée il y a une dizaine d'années, le Conseil d'État, donc on avait un doute sur la réponse à porter à cette question. Donc, est-ce que les autorisations d'occuper le domaine public doivent donner lieu à publicité mise en concurrence? Le Conseil d'État n'avait pas renvoyé la question à la Cour de justice. Disons, non, il n'y a pas de doute, j'en vois pas. La Cour de justice dit, c'est un arrêt de la Cour de justice qui est ancien, c'est un arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 1982, Cour de justice des communautés européennes, 6 octobre 1982, CILFIT, CILFIT, le juge national a l'obligation de renvoyer la question d'interprétation du droit de l'Union européenne, d'appréciation de la validité, sauf si la réponse à la question posée s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Mais dès qu'il y a un doute, il faut renvoyer. Et si le juge national ne renvoie pas la question alors qu'il aurait dû le faire, il aurait dû renvoyer la question préjudicielle. Je rappelle, la question préjudicielle, c'est une question à laquelle qu'il faut trancher pour régler le litige, mais que le juge saisi ne peut pas trancher lui-même. Il doit être renvoyé à la Cour de justice. Eh bien, si le juge national ne renvoie pas la question préjudicielle alors qu'il aurait dû le faire, eh bien, les institutions européennes, la Commission, peut introduire une action en manquement, c'est comme ça que ça s'appelle, une action en manquement contre l'État, pas contre la juridiction, contre l'État dont relève la juridiction qui n'a pas posé la question préjudicielle. C'est action en manquement donc, qui aboutira à la condamnation de l'État. Et c'est la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu pour la première fois en 2018 qu'une action en manquement pouvait être introduite contre un État quand une de ses juridictions n'avait pas renvoyé une question préjudicielle. Première fois en 2018, contre la France. Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2018, commission contre France. Dans cette affaire, il s'agissait d'un litige fiscal. Le Conseil d'État français l'avait réglé sans renvoyer la question d'interprétation du droit de l'Union européenne, parce qu'il y avait une directive européenne qui s'appliquait en cette matière, sans renvoyer la question alors qu'il aurait fallu. Eh bien, action en manquement de la Commission contre la France, du fait de l'absence de renvoi par le Conseil d'État, et la France est condamnée.
Donc, et d'ailleurs, le commissaire du gouvernement, le rapporteur public Lallet, dans les conclusions sous l'arrêt du 21 avril 2021 que je suis en train de commenter, rappelle cette affaire. Il dit, voilà, le gouvernement français nous demande de ne pas appliquer dans cette affaire un arrêt de la Cour de justice qui répond à une de nos questions préjudicielles. Nous ne ferons pas. Nous ne ferons pas ce que nous demande le gouvernement français, nous, Conseil d'État. Pas d'ultra vires. D'abord parce que depuis quelque temps, depuis une dizaine d'années, on respecte les questions préjudicielles. La jurisprudence que je viens de vous lire, je viens de vous citer. Et puis, si on ne le faisait pas, eh bien, il pourrait y avoir une action en manquement contre l'État français. Et on est bien placé pour le savoir, puisque le Conseil d'État a été à l'origine de la première action en manquement du fait d'une absence de renvoi d'une question préjudicielle. Voilà le sens, le pourquoi donc, de ce point 8 dans lequel le Conseil d'État dit « Moi, je ne réponds pas à l'argumentation du gouvernement, je refuse de ne pas appliquer un arrêt de la Cour de justice, une interprétation que la Cour de justice m'a donnée sur une question préjudicielle que j'ai posée. » Il y a un deuxième point, une deuxième explication qu'il faut donner de ce point 8 dans lequel le Conseil d'État donc refuse l'ultra vires, c'est que cette affaire française s'inscrit dans un contexte européen. Le droit de l'Union européenne a été affecté par un arrêt de la seconde chambre de la Cour constitutionnelle allemande. C'est un arrêt du 5 mai 2020. C'est l'arrêt dit PSPP. Arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, 5 mai 2020. Arrêt dit PSPP. Dans cette affaire, on en a beaucoup parlé dans la presse, pour surmonter la crise économique liée à la crise sanitaire. En tout cas, c'est l'argument qui a été invoqué. L'Union européenne a décidé de prendre des mesures financières importantes. Les États s'endettent dans cette crise sanitaire. Et donc, la Banque centrale européenne, qui est une institution européenne, qui gère l'euro, pour faire simple, la monnaie unique européenne, la Banque centrale a décidé un programme d'achat d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est le nom de la décision en cause. Programme d'achat d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires. PSPP. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, c'est que la Banque centrale européenne a décidé d'acheter des obligations des États et des collectivités publiques. Les États s'endettent en empruntant. Ils empruntent en lançant des obligations. Voulez-vous me prêter 10 milliards? Eh bien, la Banque centrale européenne dit, j'achèterai ces obligations. Une manière, vous voyez, de soutenir les États. C'est aussi une manière de renforcer l'Union européenne. Parce que le traité de Maastricht de 92 a créé la monnaie unique, c'est l'euro, mais il y avait des doutes sur la possibilité, des doutes très forts, sur la possibilité pour la Banque centrale européenne d'acheter des obligations, des emprunts d'État. Et il y avait des doutes au point que des citoyens allemands ont introduit une action devant la Cour constitutionnelle allemande sur le fondement de l'article 93, paragraphe 1 de la loi fondamentale, action tendant à reconnaître que la politique de la BCE tendant à acheter des obligations méconnaissait la répartition des compétences entre l'Union européenne, la BCE et l'État allemand. L'État allemand a ratifié le traité de Maastricht, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais il ne s'est pas engagé à ce que, il n'a pas accepté que la Banque centrale européenne souscrive à des obligations lancées par les États. Donc, la Banque centrale européenne est allée au-delà des compétences qui lui ont été reconnues. Donc, les citoyens allemands agissent et disent, je vous demande, vous, à la Cour constitutionnelle allemande, de reconnaître que les États sont allés, que la Banque centrale européenne est allée trop loin. C'est une action ultra vires.
violation de la répartition des compétences entre l'État allemand et l'Union européenne, en l'occurrence la Banque centrale européenne. Depuis une longue date, la Cour constitutionnelle allemande reconnaît qu'un citoyen a le pouvoir, du fait de son droit de vote, d'agir, d'introduire des actions pour protéger les normes fondamentales de la Constitution, de la démocratie allemande. Donc c'est à ce titre qu'un citoyen agit et dit, voilà, moi je demande, j'ai voté, je suis partie prenante de la démocratie allemande, je demande à la Cour constitutionnelle, qui est au sommet de l'ordre juridictionnel en Allemagne, de faire respecter la répartition des compétences entre l'Union européenne et l'État allemand. Répartition des compétences qui, selon eux, selon les citoyens en cause, a été méconnue par la décision de la Banque centrale européenne tendant à emprunter, à répondre, à souscrire aux emprunts lancés par les États. Et alors, la Cour constitutionnelle allemande a, dans un premier temps, posé une question préjudicielle à la Cour de justice. Question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union européenne de la décision PSPP de la Banque centrale européenne. Est-ce que les traités permettent à la Banque centrale européenne, est-ce que le traité lui permet de souscrire à des emprunts lancés par les collectivités publiques, les États de l'Union européenne? La Cour de justice de l'Union européenne a répondu à cette question préjudicielle dans un arrêt du 11 décembre 2018. Elle a dit, en gros, la BCE n'a pas méconnu le traité et adopté des mesures strictement proportionnées aux objectifs de la politique monétaire. La politique monétaire, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. La politique économique appartient pour l'essentiel aux États membres, mais la politique monétaire, c'est l'euro, ça c'est l'Union européenne. Donc la Cour de justice dit, elle répond à la question préjudicielle posée par la Cour constitutionnelle allemande, elle dit non, il n'y a pas eu la BCE n'a pas méconnu sa compétence telle qu'elle résulte du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et donc du traité que l'Allemagne, comme les autres États, a ratifié et traité par lequel les États donnent compétence aux institutions européennes et ici à la BCE. Donc, la Cour de justice ayant répondu à la question préjudicielle, la Cour constitutionnelle reprend l'affaire, munie de la réponse, comme on dit. Normalement, pas de problème, hein, le juge national, après avoir posé la question, il a eu sa réponse, il s'incline. Ce n'est pas ce que fait la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle juge que, contrairement à ce que vient de lui répondre la Cour de justice, que la BCE a dépassé ses compétences, que les États lui ont consenti en ratifiant le traité. Elle estime donc que l'acte de la BCE est ultra vires, est allé au-delà des compétences qui lui ont été reconnues par le traité. Mais elle juge également, la Cour constitutionnelle, que la Cour de justice, en interprétant, en disant oui, il n'y a pas de violation du traité, l'arrêt de la Cour de justice est lui aussi ultra vires, il est allé au-delà des compétences reconnues par le traité. Alors c'est un arrêt qui a décontenancé la doctrine européenne. Vous pourrez aller lire la revue trimestrielle du droit de l'Union européenne, qui est une revue que vous trouverez dans le site d'Allos, c'est une revue d'Allos, qui est la revue française, notamment la principale, dans laquelle s'exprime la doctrine de droit de l'Union européenne. Et la doctrine, en principe, de droit de l'Union européenne est favorable à la construction européenne, bien sûr. Et vous lirez notamment l'article très intéressant d'un grand spécialiste du droit de l'Union européenne, qui est Claude Bluman, qui était professeur à Paris 2, qui est maintenant professeur émérite, c'est-à-dire qu'il est parti à la retraite, mais il écrit un article donc, dans la revue trimestrielle de droit européen 2020, page 889. Il commente cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 5 mai 2020, l'arrêt PSPP, qui juge que la BCE et la Cour de justice ont commis un ultra vires. Et voilà ce qu'il dit, je le cite. Les coups portés au droit de l'Union par l'arrêt en cause sont si sévères qu'on a peine à les imaginer de la part d'une juridiction suprême d'un État membre
et pas de n'importe quel État membre. Je dirais, à titre, pour préciser ce qu'il veut dire, pas la Hongrie, pas la Pologne, hein, l'Allemagne. Et pas de n'importe quel État membre, d'un État fondateur, et même du premier d'entre eux, par sa population bien sûr, mais aussi par le rôle de leader qu'il a acquis dans l'ensemble des affaires économiques de l'Union. Il met en évidence, l'arrêt en cause, un décalage souvent sous-estimé, voire ignoré, entre d'une part les autorités politiques d'un pays qui pratiquent régulièrement un credo européen, Madame Merkel, sinon même fédéraliste, et une juridiction suprême qui adopte ouvertement des positions juridiques extrêmement critiques à l'égard de l'Union européenne, voire même franchement eurosceptiques. Et après, quand vous lisez tout l'article de M. Bluman, je vous invite à le lire, cet article, très intéressant. Regardez les titres. Il y a un titre qui est, dans l'article de M. Bluman, « La primauté du droit de l'Union européenne réduite à sa plus simple expression ». Ou encore, plus loin, « La fragilisation de la Cour de justice ». Parce que dit M. Bluman, c'est qu'il dit, ben voilà, depuis l'arrêt Costa de 1964, arrêt fondamental de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a un principe de primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national. Dans certains arrêts, la Cour de justice avait même dit, un arrêt de 72, primauté même sur les normes constitutionnelles. Ça ne joue plus là avec l'ultra vires. La Cour constitutionnelle dit, allemande dit, ah non, si les normes fondamentales constitutionnelles allemandes sont violées, moi je n'applique pas le droit de l'Union européenne. Et ça fragilise aussi la Cour de justice, puisque la réponse que la Cour de justice avait apportée à la question du tribunal constitutionnel allemand, ce tribunal n'en tient pas compte. Donc vous comprenez qu'un défenseur du droit de l'Union européenne interprète cet arrêt comme étant très défavorable à la construction européenne telle qu'on la connaît depuis une quarantaine, depuis presque les origines. Alors donc ça, c'est un premier point. Le Conseil d'État a refusé d'entrer dans cette voie. Il ne copie pas la décision du tribunal constitutionnel allemand et ne dit pas, moi, pareil, je vais dire que la réponse qui m'a été apportée par la Cour de justice de l'Union européenne dans la question préjudicielle que je lui ai posée sur l'interprétation à donner à la directive de 2002 sur la conservation des données, elle ne me convient pas, je ne l'applique pas, parce qu'elle a été au-delà de ce que les traités autorisaient les institutions européennes à faire. Donc le Conseil d'État ne suit pas cette voie, pas d'ultra vires. C'est le point 8 que j'ai lu tout à l'heure. Le rapporteur public, Alexandre Lallay, explique pourquoi le Conseil d'État ne se livrera pas à cet examen que lui suggérait le gouvernement français. Alors, il donne différentes raisons, mais la raison principale, et c'est sur ce second point que je voudrais insister, la seconde raison, c'est qu'il dit, rapporteur public, et il sera suivi sur ce point, il dit, en droit français, le juge administratif a les moyens de faire prévaloir la norme constitutionnelle française lorsque des textes européens la méconnaissent. Que veut dire par là le rapporteur public? Le Conseil d'État français a les moyens donc de faire prévaloir la norme constitutionnelle lorsque des normes européennes méconnaissent ces normes européennes, ces normes constitutionnelles. Le moyen, c'est l'arrêt Arcelor. C'est un arrêt Arcelor de 2007 qui permet au juge administratif français, au Conseil d'État, de faire prévaloir la norme constitutionnelle. Je vous rappelle les termes de l'arrêt Arcelor, que j'ai commenté dans une autre vidéo. Dans l'affaire Arcelor, donc, la société Arcelor introduit un recours pour excès de pouvoir contre un décret qui transpose parfaitement une directive européenne. S'il avait été contraire à la directive, il aurait été annulé, en vertu du principe de supériorité du droit de l'Union européenne. Mais là, non, le décret transposait parfaitement une directive européenne, et la société Arcelor soutient que ce décret est contraire à quelques principes constitutionnels. Liberté d'entreprendre, droit de propriété, principe d'égalité.
Si le Conseil d'État accepte d'examiner le moyen, c'est-à-dire annule le décret parce qu'il est contraire à ses principes constitutionnels, le Conseil d'État empêche la directive européenne d'entrer en vigueur en France. Le décret qui l'applique est annulé. Vous voyez le problème. Donc il y a un risque de conflit entre le droit de l'Union européenne et le droit français. Pour sortir de ce conflit, le rapporteur public dans cette affaire, M. Guillaumard, a proposé une solution qui a été suivie par le Conseil d'État, qui consiste à dire: quand un justiciable soutient qu'un décret qui transpose une directive est contraire à certains principes constitutionnels, il y a deux situations. La situation la plus fréquente, sans doute, le principe constitutionnel qu'invoque le justiciable existe en droit européen. On peut penser que ça va arriver souvent parce que les États européens ont un fonds de droits fondamentaux communs pour différentes raisons. Par exemple, quand un État souhaite entrer dans l'Union européenne, il doit montrer qu'il respecte l'État de droit et à ce titre, il doit ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme qui reprend pour l'essentiel des principes qui sont dans le droit constitutionnel français, vous voyez. Donc, on peut espérer que le principe constitutionnel national qu'invoque le justiciable, il a son pendant en droit européen. Dans cette hypothèse, pas de problème, le juge réinterprète la requête et examine et soutient que le justiciable soutient que l'acte qu'il attaque est contraire, non pas à des principes constitutionnels, mais à des principes équivalents européens. Et si la question est sérieuse, ouais, effectivement, on peut se demander si le décret attaqué, qui transpose parfaitement une directive, est contraire à des principes fondamentaux européens. Ça veut dire que la directive elle-même est contraire à ces principes fondamentaux, puisque le décret l'applique parfaitement. Eh bien, le juge posera une question préjudicielle à la Cour de justice pour savoir comment interpréter la directive et savoir si elle n'est pas contraire à des principes supérieurs européens. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans l'affaire Arcelor, hein, la liberté d'entreprendre, le principe d'égalité, le droit de propriété, principes constitutionnels nationaux qu'invoquait le justiciable, existent en droit européen. Donc, le Conseil d'État a renvoyé la question préjudicielle à la Cour de justice. Est-ce que la directive que le décret transpose ne méconnaît pas les principes d'égalité, de liberté d'entreprendre, etc. La Cour de justice a répondu à cette question préjudicielle et une fois que le Conseil d'État a eu sa réponse, il a rejeté le recours présenté par Arcelor parce que la Cour de justice avait jugé que la directive ne méconnaissait aucun de ses principes, donc le décret non plus, puisque le décret transposait parfaitement la directive. Ça, c'est la première hypothèse simple. Seconde hypothèse, le principe constitutionnel invoqué n'a pas son pendant en droit européen. Il n'existe pas. On peut espérer, je dis espérer parce que si c'est le cas, hein, s'il n'existe pas, là, on va devant des problèmes. Donc, si ce principe constitutionnel n'a pas son pendant en droit de l'Union européenne, là, ce n'est pas la peine de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice, puisque la Cour de justice dit nous, ce principe, nous ne le connaissons pas. Donc, dans ce cas-là, le Conseil d'État devra examiner le décret attaqué qui transpose la directive par rapport au principe constitutionnel invoqué. Et si le décret méconnaît ce principe constitutionnel, le Conseil d'État devra l'annuler, ce qui veut dire que la directive n'entre pas en vigueur en France, ce qui pose un problème juridique, politique, qu'il faudra régler dans les institutions européennes ou réviser la Constitution, que sais-je. Le Conseil d'État, dans l'arrêt que je commente, l'arrêt du numéro 21 avril 2021, la requête numéro 393 099, le Conseil d'État reprend les termes. Il dit voilà, le rapporteur public lui a dit pas la peine d'utiliser l'ultra-virès parce que si il apparaît qu'un acte administratif qui transpose une directive est contraire à un principe constitutionnel, eh bien, vous pourrez régler le problème dans le cadre d'Arcelor.
Dans le point 7 de l'arrêt, vous irez le lire, le Conseil d'État reprend les principes d'Arcelor, mais pas, si j'ose dire, rédigés de la même façon. Mais ça veut dire la même chose. Je vous le lirai bien, mais ça va quand même un peu alourdir. C'est le point 7, donc je vous invite plutôt à les lire. Pourquoi le Conseil d'État ne rédige pas de la même façon, ne recopie pas purement et simplement, comme il le fait fréquemment, le considérant de principe de l'arrêt Arcelor que je viens de vous décrire? Parce que le problème ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes. Dans l'arrêt Arcelor, c'est un justiciable qui attaque un décret, un texte national, et qui soutient que ce texte national est contraire à des principes supérieurs français. Là, dans l'affaire que je suis en train de commenter, c'est le gouvernement français qui dit la loi, le décret attaqué sont conformes aux principes constitutionnels, pas contraire, conformes. Et je vous demande donc de rejeter le recours parce que les directives européennes, la directive européenne interprétée par la Cour que ce décret transpose est contraire à ces principes constitutionnels. Vous voyez, c'est la même question, mais pas posée de la même façon. Dans l'affaire Arcelor, le justiciable veut obtenir l'annulation de l'acte national. Dans l'affaire du 21 avril, le justiciable veut obtenir le maintien de l'acte national parce que, et donc le constat que la directive qui, selon les justiciables, rend cet acte illégal, cette directive est contraire à des principes constitutionnels. Mais sous cette réserve, eh bien, c'est le même problème. Il y a deux hypothèses. Soit la norme constitutionnelle que le justiciable invoque, c'est-à-dire ici le gouvernement dit voilà, la directive en cause ne permet pas au gouvernement français, telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice, de protéger l'ordre public, la garantie des droits, c'est-à-dire la recherche des auteurs d'infractions, la lutte contre le terrorisme, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, le considérant 8, je crois. Donc, si ces principes sont aussi bien garantis par le droit européen, eh bien, c'est un litige purement européen. En revanche, si ces principes constitutionnels ne sont pas protégés dans le droit de l'Union européenne, eh bien, le litige est purement français. Les principes en cause, je vous rappelle, je le disais tout à l'heure, je crois que c'est le point 9, il ressort, je l'avais dicté tout à l'heure, il ressort de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution, selon l'article 16 de la même déclaration, nécessite une force publique, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales, constituent des objectifs de valeur constitutionnelle nécessaires à la sauvegarde des droits et principes de même valeur qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Donc, le Conseil d'État juge dans cette affaire dit, voilà, si ces principes de sécurité sont garantis de la même façon en droit de l'Union européenne, j'applique l'arrêt Arcelor, je considère que je suis dans un problème européen. Est-ce que la directive respecte ces principes supérieurs, garantis eux aussi par le droit de l'Union européenne? Et si j'ai un doute, je pose une question préjudicielle, ce qui a déjà été fait d'ailleurs. Ou alors, ces principes sont purement nationaux, et alors là, je suis dans la situation de conflit. Le principe n'a pas son pendant en droit de l'Union européenne, le principe invoqué par le gouvernement français n'a pas son pendant dans le droit de l'Union européenne, et là, je suis dans un litige purement français. Là, il y a quand même une précision importante qui est apportée par le Conseil d'État, qui n'avait pas jusqu'ici dit aussi nettement. Je dis, dans l'arrêt Arcelor, il y a deux situations. Soit la situation la plus simple, celle qui ne pose pas de problème, le principe constitutionnel invoqué a son pendant en droit de l'Union européenne, donc je réinterprète le litige et je suis dans un litige purement européen. Je dis ici, le gouvernement invoque les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, je résume,
point 9, ça existe en droit de l'Union européenne, c'est le principe. Donc, le litige, on peut considérer que c'est un litige purement européen, je le règle selon les principes du droit de l'Union européenne. Et la Cour de justice m'a apporté une réponse. Soit, deuxième hypothèse, dit l'arrêt Arcelor, plus compliqué, le principe n'a pas son pendant en droit de l'Union européenne, et là, je suis dans un litige purement français. Mais ce que précise le Conseil d'État dans l'arrêt du 21 avril 2021, c'est que dans la première hypothèse, le principe européen, le principe constitutionnel invoqué a son pendant en droit de l'Union européenne. Le Conseil d'État précise que ce n'est pas seulement un principe qui doit être affirmé dans les deux droits, il faut que la norme européenne apporte une protection équivalente à la norme nationale. Vous comprenez? Pour reprendre l'exemple tout à l'heure d'Arcelor, on ne peut pas se contenter, dit le Conseil d'État, de dire « Ah oui, le justiciable invoque la liberté française, la liberté constitutionnelle de liberté d'entreprendre. Cette liberté d'entreprendre est affirmée dans les droits fondamentaux de l'Union européenne, ça va, on est tranquille. » Non, il faut que la liberté d'entreprendre en droit de l'Union européenne ait le même contenu, apporte les mêmes garanties que la liberté d'entreprendre telle qu'elle existe dans la Constitution. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on est dans un litige purement français. Le juge administratif doit vérifier que le texte attaqué respecte bien le principe constitutionnel. C'est ce que dit le rapporteur public Lallet. Voilà ce qu'il dit. Il faut que la norme européenne apporte une protection équivalente que la norme française invoquée. Il faut que l'Union européenne donne à cette liberté le même contenu qu'en France. Comme le dit le rapporteur public, je le cite, « Le contrôle autonome de constitutionnalité trouve de nouveau à s'appliquer pour, et il le met entre guillemets, pour ce qui dépasse. » Donc, vous voyez, ici, la France, le gouvernement français dit, voilà, je soutiens que la protection, la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Je résume un peu ce que je viens de vous dicter là, intérêts fondamentaux, prévention des atteintes à l'ordre public. Je résume, sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. Non seulement cette sauvegarde doit être garantie en droit de l'Union européenne, elle peut être affichée, mais il faut que cette sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation ait le même contenu en droit de l'Union européenne qu'en droit constitutionnel français. Si elle est plus étroite, si elle ne permet pas, par exemple, la conservation des données que permettrait le droit constitutionnel français, eh bien, pour tout ce qui dépasse, comme dit M. Lallet, c'est-à-dire le principe européen ne représente que 80% en contenu, que 80% du principe constitutionnel français, eh bien, sur les 20% qui dépassent, on est dans un litige purement français. Le droit européen n'est pas invocable puisqu'il ne garantit pas. Donc, après avoir affirmé ce principe, et là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est les longs développements de l'arrêt, c'est un arrêt très long, le Conseil d'État vérifie ensuite que les différents textes européens, les différents textes attaqués, le décret attaqué qui transpose la directive, respectent bien les principes, les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, tels qu'ils sont garantis en droit français. Ça existe en droit de l'Union européenne, mais pas avec le même contenu, pas autant. Et donc, je vérifie, moi, Conseil d'État, que le décret qui transpose la directive, interprété par la Cour de justice, respecte pour ce qui dépasse ces droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par le droit français. Voilà donc les deux apports de cet arrêt important. Pas d'action ultra vires. Le Conseil d'État dit « Moi, je ne censurerai pas le droit de l'institution européenne, et en particulier la Cour de justice, si j'estime, comme me le dit le gouvernement français, que l'institution européenne a dépassé les compétences, a méconnu la répartition des compétences telle qu'elle résulte du traité par lequel l'État a consenti
à transférer des compétences. Ça, le juge français, à la différence de la Cour constitutionnelle allemande, refuse d'entrer dans ce contrôle. En revanche, application de la jurisprudence Arcelor, si le principe constitutionnel tel qu'il est garanti en droit français existe en droit européen, mais pas avec la même protection, eh bien, le Conseil d'État contrôle le décret transposant la directive par rapport à la norme constitutionnelle, en ce qu'elle n'est pas défendue, protégée par le droit de l'Union européenne. Voici en quelques minutes une présentation donc de l'arrêt du 21 avril 2021.